partir du moment où tu arrives à forger ce collectif dans lequel tu as, toi, une confiance aveugle, tu te démènes ce collectif-là et qui te le rend en retour, à partir de là, tu as fait 80% de ton chemin. Et après, tout est possible parce que tu as cette base. La santé, c'est un écosystème qui est très complexe. Donc nous, notre rôle, c'est comment est-ce que, à travers la data, à travers l'IA, à travers la technologie ou l'ensemble des innovations, on arrive à simplifier et abstraire un peu toute cette complexité-là. Et ça, c'est ce qui est sympa. On a lancé beaucoup de choses en parallèle, mais bon, ça, c'est peut-être ce qui me caractérise. Donc c'est comme ça. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Romain Serra, qui est CPTO chez CGDIM Santé. Merci Romain d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, Pierre. Et merci encore d'être venu jusqu'ici, jusqu'à moi dans les locaux de Kaibi. On s'était... avec SNCF Connect, il a passé une tranche de vie et puis moi j'y ai également passé pas mal de temps, donc on a eu l'occasion d'échanger quelques mails avant de se rencontrer. Ça me fait plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement? Et ce qui t'a amené, je pense qu'on va parler pas mal de tes expériences, ce qui t'a amené CTO de SNCF Connect et puis les challenges actuels. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour arriver jusqu'à ces deux expériences? Avec plaisir. Donc moi je suis rentré j'ai 39 ans, je suis rentré dans le monde du travail en 2008 avec un background plutôt tech, école d'info, école d'info et de gestion. Et je suis rentré du coup en 2008 chez Voyage SNCF. À l'époque. Voilà, exactement à l'époque, pour ceux qui ont suivi toute l'aventure. Voilà, il y a eu pas mal de petits noms ces 10 dernières années. Donc Voyage SNCF en prestation et voilà, en tant que développeur back. Rentré en interne au bout de 2 ans pour gérer plutôt de la gestion de projets techniques et des premiers projets de mise en place de l'agilité chez Voyage SNCF à l'époque. Et premier... qui faisait partie des pionniers, ouais, en fait. Ouais, tout à fait, parce l'agilité. que je pense qu'on parle de l'agilité impulsée entre 2010 et 2012. L'arrivée, je pense, qui a été d'un binôme qui a justement impulsé, accéléré de manière très profonde toute cette partie-là. C'est le binôme Franck Gervais et Gilles de Richemont qui sont arrivés avec cette ambition et cette impulsion de transformer ce leader qui est voyagesncf.com, ce mastodonte qui déjà faisait plusieurs milliards de volume d'affaires, en une boîte qui... C'était plusieurs milliards? C'était déjà plusieurs milliards, je pense que... en 2010-2012, je ne saurais pas te dire exactement, mais je pense qu'on était... Tu parles de transactions sur le site, quoi. De transactions sur le site, ouais. Je pense qu'on était en 1 ou 2 milliards de volume de transactions, de billets de train, en effet. Mais qui était quand même, et on avait vu pointer le bout de son nez de quelques petits acteurs, des trublions comme Capitaine Train à cette époque-là, et une prise de conscience que ce leader qui était voyagesncf.com, il avait besoin de se transformer, comme pas mal d'acteurs à ce moment-là, d'aller plus vite. Donc d'aller plus vite, d'avoir un time to market qui était à cette époque-là. On parlait de cycle en V, des versions, 1 ou 2 versions max par an, des versions qui mettaient 9 mois et 3-4 mois à réussir à arriver en production. Du fait d'un code, d'une multitude de changes qui étaient empilés, à la première impulsion de l'agilité et cette volonté de passer du cycle en V à être capable, 1 an et demi ou 2 ans après, de pouvoir déployer tous les mois des releases. Et tu vois le chemin parcouru, parce que quand je suis parti, il y a maintenant 2 ans, je pense que c'était pas 1 ou 2 versions par mois, c'était
2 ou 3 versions par jour. Voilà, donc que de chemin parcouru entre-temps. Et c'est passé par pas mal de choses, hein, parce que c'est passé par un gros change culturel, hein, des changements de rôle, des changements de poste, des changements de positionnement, beaucoup d'outillage, beaucoup de travail sur la culture aussi, parce que aussi bien du top management que de l'ensemble des équipes. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve que ce qui a fait que ça a fonctionné, c'est passé par justement ce binôme CEO-CIO qui était ultra aligné et qui... Ça venait du top management en fait. Voilà. Et je pense que et on le voit, hein, ces 10 dernières années, des grandes transformations d'agilité, produits, etc., quand elles n'étaient pas alignées et pas portées et sponsorisées totalement par le top management, c'est quelque chose qui s'arrêtait soit au milieu du quai, si je peux dire, et ou qui n'allait pas au bout de cette ambition-là, et qui amenait pas du coup l'effet et l'impact escompté, et qui amenait une certaine déception aussi d'une partie du top management, parce que ce qu'on allait rechercher derrière, c'était de la transparence, de l'agilité, de l'adaptabilité et du time to market. Quand on va pas au bout de cette démarche-là, et quand on n'accepte pas d'avoir une zone justement un peu d'inertie ou de transformation qui amène pendant une période donnée des choses un peu plus longues, des choses un peu plus complexes, des décisions un peu dures à prendre. Je m'en souviens que la première release à cette époque, de 2010-2012, on était dans les très Star Wars, dans Planète, etc. Elle s'appelait Alderaan. Et on avait des nouveaux moyens de paiement à intégrer dedans. Et la première release sur lesquelles on s'obligeait de se dire en fait c'est le timing qui décide le dimensionnement de la release et ce qu'il y a dedans, et non pas l'inverse. La première release, un jour ou 2 jours avant de partir en production, le grand débat de dire ah non mais vous vous rendez pas compte, on peut pas, si on ne sort pas ce moyen de paiement à ce moment-là, ça va être le désastre, on va perdre telle ou telle quantité de business. C'est le moment qui a été clé, parce que c'est le moment où justement il y a une capacité du top management de tenir cette posture, de dire ça partira dans la prochaine release, ça partira dans un mois. Et notre enjeu, c'est de quadriller, de tenir justement un train de release le plus fixe possible, et que ce qu'il y a dedans, les fonctionnalités qu'il y a dedans, s'adaptent. Si elles sont prêtes, si elles sont qualitatives, elles sortent. Si ce n'est pas le cas, elles ne sortent pas. Voilà. Et je pense que ça a été ça doit être marquant de le voir, quoi. De se dire, ok, vas-y, on fait une croix sur X millions, enfin, je sais pas, enfin, une perte de business pour pas de perte de qualité, quoi. Tu as raison, parce que je pense que ça a été... alors, moi, je le perçois comme tel, et c'est le truc qui m'a marqué, pourtant ça date d'il y a une grosse dizaine d'années. Je pense que c'est le truc qui a fait qu'ensuite tout s'est accéléré. Et voilà, on a amélioré les choses au fil de l'eau. Si ça n'avait pas été le cas, et la première embûche, on avait fait un pas en arrière, à mon avis, la suite de l'histoire aurait peut-être été un peu différente. Voilà. Et c'est ça qui a été assez passionnant, parce qu'il y a eu un gros travail sur l'outillage, sur le déploiement automatisé, sur des choses qui paraissent maintenant, 10 ans après, assez anodines, standard. Ouais. Mais je pense 2012, entre 2012 et 2014. Oui, c'était plutôt pionnier. C'était dans pionnier, les premiers. Il y a un truc qu'on avait lancé qui avait fait bondir pas mal de monde à l'époque. C'était donc 10 ans en arrière. Il faut se mettre 10 ans en arrière. On avait lancé justement une initiative qui était une capacité à déployer de nuit. On était sur du on-premise, quand même plusieurs dizaines voire centaines d'instances. Donc de déployer une nouvelle version de nuit sur un data center, et d'être capable ensuite de la réouvrir le matin, et non pas, et plutôt que de faire tout de manière manuelle et tout en journée pour pouvoir tout suivre, parce qu'on avait peur que justement il n'y ait pas suffisamment de garde-fous. Et ça, c'était aussi, c'est des faits qui sont un peu marquants, parce que on tente une petite rupture, qui à l'époque était une rupture, de se dire on déploie des choses sans qu'il y ait des humains qui soient derrière. Et on y intègre du coup un niveau de garde-fou beaucoup plus important, beaucoup plus automatisé,
pour faire en sorte que, évidemment, la qualité de service soit toujours au rendez-vous. Parce que je pense que c'est ce qui a été le fil conducteur, pareil, de ces 15 d'ailleurs, moi j'ai dû passer 12-13 ans. De ces 12-13 ans, ça a été de jamais renier sur la qualité de service. Et le time to market ne devait jamais, mais jamais, impacter la qualité de service. Et quand tu parles d'un site qui, et on y reviendra peut-être, mais pendant les allocutions présidentielles pendant le Covid, quand notre président Macron sortait le mot qui était le buzzword confinement ou déconfinement, quand tu avais en quelques minutes 1 million de Français qui venaient sur SNCF pour acheter, annuler ou modifier un billet de train. C'est les bons chiffres là. C'est les bons chiffres. Donc c'est assez hallucinant parce que tu te rendais compte et moi c'est ce qui me berce et qui me porte un peu dans mon quotidien. C'est avec beaucoup d'humilité de voir comment est-ce que tu as ce petit impact sociétal, ce petit impact qui fait que tu apportes, que ce soit à travers les loisirs, le voyage ou maintenant chez CGDIM Santé, tu amènes ce petit plus qui fait que tu essayes avec beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, mais d'avoir un petit impact dans la vie des Français et de simplifier un peu cette vie des Français. Et voilà, évidemment, c'est important pour toi dans les choix de poste, de carrière c'est même vital. Je pense que moi, les secteurs... la mobilité, c'est un secteur qui est passionnant. Pour y être passé une dizaine d'années, c'est évidemment quelque chose qui me parlait de manière assez profonde, parce que on accompagne les Français, on accompagne les citoyens sur ce moment de vie, ce moment de détente, le voyage, qui d'autant plus après, je pense, la crise du Covid qu'on a vécu, et sont des moments qui sont charnières et qui sont clés dans la vie de tout à chacun. La santé, c'est pareil. C'est un univers qui est en profonde transformation, qui a, contrairement, je pense, à la mobilité, encore un grand chemin à parcourir. Mais de pouvoir, avec toute cette humilité et modestie qu'on a, parce qu'on ne sauve pas des vies, mais d'être capable d'aller, et on y reviendra tout à l'heure, mais d'être capable d'amener de la simplicité dans la vie et dans le quotidien des professionnels de santé, ça prend aux tripes. Et je pense que c'est ce qui amène aussi de l'engagement et du sens, au-delà des projets, etc. C'est de voir l'impact un peu profond que tu peux avoir dans la société. Il y a d'autres secteurs qui sont passionnants, comme l'éducation par exemple, sur lesquels je pense qu'il y a aussi pas mal de choses à faire. Et ça parle. Te reconnaître dans les utilisateurs, c'est un truc qui est important pour toi. Oui, qui est important et qui, je pense, fait que tu te démènes et tu as un niveau d'engagement qui fait que naturellement ton engagement se décuple ou se porte naturellement, parce que tu comprends le sens de tes actions profondes, non pas juste l'action quotidienne, et l'impact que ça peut avoir. Voilà. Donc c'est ça qui est assez passionnant. Et après, pour revenir à Voyage SNCF, je ne sais plus si c'était Voyage SNCF ou SNCF à l'époque, mais à ce moment-là, ce qui a été aussi un autre moment, peut-être dans le deuxième moment charnière, ou le deuxième étage de cette fusée qui s'appelait Voyage SNCF, c'était le déploiement des premières feature teams. Le premier, donc là c'était avec Jean-Philippe Hervé et Benoît Bouffard, Yannick Combreux, voilà, qui étaient et qui sont des personnes en qui j'ai énormément d'estime et qui m'ont beaucoup appris, parce que c'est pareil, quand on parlait de Décathlon dans un épisode de feedback, c'est une capacité à se réinventer et de se dire on est leader, mais on a besoin de continuer d'évoluer. On est plus agile. Par contre, maintenant, on a besoin de porter et de positionner l'utilisateur au centre. Et c'est ce qui fera que dans les prochaines années, dans les 10 prochaines années, on continuera d'être leader et on continuera de
porter la mobilité. Il y avait cette sensation de... Enfin, c'était identifié comme un risque de ne pas être leader dans 10 ans. Et est-ce que c'est un moteur dans le fait d'être très pionnier dans certains choix orga ou techno? C'était conscient, quoi. Il y avait une conscience que ce secteur il y avait l'ouverture à la concurrence. Et l'ouverture à la concurrence. Voilà, je pense que qu'il y avait une conscience que ce secteur-là allait bouger et des transformations profondes comme l'agilité, le product management, l'approche très client-centrique, c'est des choses qui sont très culturelles, qui rentrent, et pour que ça y ait, c'est de l'impact dans le temps. C'est des choses qui sont longues à mettre en place, et que du coup, c'était le bon moment pour les mettre en place, pour justement s'assurer que un voyage SNCF ou un oui SNCF continuerait d'avoir le même impact et le même développement dans les 10 prochaines années. Après, évidemment, oui SNCF, SNCF Connect, voilà, voyage SNCF et restera, je pense, un leader pendant encore pas mal d'années. Mais ça passe aussi par cette capacité de se dire on ne doit pas se reposer sur ses lauriers et on doit être capable d'embrasser les grands virages qui font qu'on va aller chercher le coup d'après. Et ça, ce déploiement des feature teams qui s'est fait en accéléré, je pense qu'en 3-4 ans, on avait dû passer d'une feature team à entre 25 équipes organisées comme telles, avec là un gros... On est en quelle année là du coup ? Là, je pense qu'on était en 2015, 2014, entre 2014 et 2016, ouais. Donc ça c'est sous l'impulsion de Jean-Philippe Hervé, notamment, qu'on salue. J'ai bossé avec lui. C'était avec Jean-Philippe, chez VP et chez SNCF aussi. Absolument. Et avec des personnes que tu as aussi interviewées, comme Thomas Nanceau. Ouais. Voilà. Donc tout ce petit collectif qui est top. Laurent Jardin et qui aussi de manière très solidaire et avec un collectif très soudé a impulsé tout ça entre Paris, Nantes, Lille. C'était super sympa. Donc t'es pas CTO à l'époque? J'étais pas CTO. Je pense que à cette époque-là, moi je m'occupais de toute l'activité qu'on avait construit de zéro, qui s'appelait le release management. Donc au moment où Gilles avait lancé cette dynamique de transformation vers l'agilité, et le release management, ça avait cette intention et cette ambition d'accompagner la transformation de l'entreprise sur le passage du cycle en V à l'agilité. Donc on parlait de validation, d'automatisation, de déploiement et de culture et de changement de rôle, donc toutes ces choses-là, qu'on avait impulsé sur le web, donc Voyage SNCF, puis sur l'ensemble des applications mobiles à cette époque-là. Et moi, j'ai basculé, je pense, en 2017 ou 2018. Et là, c'était un signe de confiance. Et encore merci pour cela de Jean-Philippe et de Gilles, de patron du release management à patron du delivery de voyagesncf.com, ça s'appelait comme ça à l'époque, donc qui portait la très grande majorité de l'ensemble des équipes qui développaient voyagesncf.com, aussi bien web que mobile. Donc de passer d'une équipe d'une quinzaine de personnes à une équipe de 250 personnes. Combien ? 150 personnes. Ok. Ça change de dimension. Ça change de dimension, c'est un peu effrayant d'un côté, et en même temps, c'est un signe, la confiance que m'avaient donné Jean-Philippe et Gilles à ce moment-là. Avec du recul, je pense que c'est ce qui a façonné ensuite toute la suite, de manière assez naturelle. Donc je pense que on a réussi avec le collectif et avec mes pairs à justement bien continuer cette dynamique-là. Mais il y a eu en effet cette période de quelques semaines qui était un peu effrayante pour. Syndrome de l'imposteur ou. Oui, je pense que comme quand tu
une partie du collectif, je pense, peut avoir l'impression que tu as été catapulté dans un rôle avec chacun sa perception de la légitimité que tu peux avoir dans ce rôle-là. Tu dois encore plus faire tes preuves. Et je pense que c'est ce qui m'avait aussi transcendé, ou tout du moins qui avait été mon principal vecteur, c'est de se dire j'ai eu un message de confiance très fort. Comment est-ce que je fais en sorte, tout en gardant mes valeurs de collectif, de construction de collectif, de complémentarité, de développement d'ownership, de porter un second niveau d'ambition et le troisième étage de la fusée WeSNCF à l'époque. Et ça c'était voilà, très valorisant, et ça a été le début je pense, de la deuxième partie de ma carrière et de l'aventure WeSNCF. Et qui s'est, je pense, ensuite conduit par le troisième étage qui était après le scaling des feature teams, qui a été toute la transformation la bascule d'une infrastructure on-premise qui était sur l'ensemble de nos data centers hébergés côté SNCF à une bascule vers AWS. Ça, c'est des chantiers que toi tu impulses du coup, ou... C'est des chantiers que j'ai impulsés, qu'on a impulsé. Alors, SNCF à l'époque était une partie de l'écosystème, et ça tu le sais, c'est quelque chose d'encore plus large. SNCF Connect Technology, dans le sens où on opérait à l'époque un ensemble de logiciels et de soft aussi pour la SNCF. Donc c'était quelque chose de très large, mais sur WeSNCF, je l'ai impulsé avec l'ensemble des équipes, dans une approche qui avait vocation à se dire comment est-ce qu'on fait en sorte d'aller vite vers AWS pour éviter d'avoir une transition trop longue, donc dans une approche plutôt lift and shift, d'avoir le moins d'inertie possible, et ensuite de pouvoir régénérer, si on l'estimait pertinent à certains endroits, les applications. Par contre, d'éviter cette inertie ou ce cheminement un peu à cheval entre une infrastructure on-premise, entre des compétences nécessaires sur une premise que tu as moins besoin sur un cloud provider ou un cloud public, et sur lesquels du coup l'enjeu c'était d'aller vite, de garder c'est l'enjeu de qualité de service, d'autant plus que c'est quelque chose qui avait été impulsé et qu'on a conduit, pour se rajouter un petit peu de piment, pendant le Covid, donc en full distanciel. Et pareil, au-delà de la... Ah, ça a été mené okay. En très grande majorité pendant cette période-là, avec ce que je disais tout à l'heure, avec des petits moments de vie palpitants et un peu effrayants quand même, d'allocution présidentielle, où on ne savait jamais trop ce qui allait se dire. Là, du coup, lors des allocutions présidentielles, vous étiez on-prem ou déjà... On était à cheval entre les deux. On était sur la dernière ligne droite, mais on était entre les deux. Et je pense que la dernière... Ça veut dire quoi, être entre les deux, du coup ? Entre les deux, ça veut dire qu'il y avait, on avait une partie du trafic qui était redirigée vers de l'infrastructure on-premise, et une partie de l'infrastructure sur AWS. Une partie du trafic sur AWS. Voilà. Selon les modules du site, du coup ? Non, selon le trafic entrant, on pouvait rediriger d'un côté ou de l'autre, et qui avait l'avantage... Tu avais une sorte de load balancer qui redirigeait une partie du trafic, et qui avait l'avantage de se dire... Donc vous étiez max, du coup. Oui, on peut se le dire comme ça. Après, tu découvres dans ces moments-là certains points de bottleneck et de contention que tu n'avais pas tout à fait estimé. Donc tu transpires rapidement. Qu'est-ce qui peut se passer C'est souvent dans ces moments-là, c'est souvent quand même la sollicitation de la base de données, ou des inventaires, ou tous les points de l'infrastructure que tu n'es pas capable de dupliquer quasi à l'infini, et qui deviennent à un moment donné le bottleneck de ton infrastructure, parce qu'en période de crise où tu as besoin d'avoir beaucoup d'élasticité, c'est des points qui sont un petit peu des points durs, où tu as
un certain côté statique que tu n'es pas capable de faire évoluer. La base de données, elle était chez vous ou du coup, enfin parce que bon, j'ai pas toutes les infos, mais vous alliez encore taper dans Razorrai, dans le moteur dans la base de données de SNCF pour les stocks de billets, les prix, tout ça. Donc ça, vous ne pouviez pas le dupliquer. Ça, on ne pouvait pas le dupliquer. La base de données dans laquelle il y avait l'ensemble des commandes qui était sous Oracle était difficilement duplicable aussi. Donc tu peux avoir dans ces moments-là, donc évidemment tu t'entraînes, tu fais en sorte de pouvoir essayer d'anticiper le plus possible ces moments et ces points de rupture. Au travers de quoi? Un peu de chaos engineering? Du chaos engineering, des tests de rupture, de voir voilà, les points de rupture de ton infrastructure, de ton application. Vous avez fait des scénarios un peu sympas de chaos engineering? Tu as des exemples concrets? Il y avait eu pas mal de choses et qui étaient très gamifiées, qui avaient vocation justement à voir comment est-ce que l'ensemble de nos équipes réagissait à une panne. Une VM ou une partie de l'infrastructure qui se coupe, alors qui est certes redondée mais qui se coupe, et comment est-ce que nos équipes arrivaient et le temps qu'il fallait pour que nos équipes arrivent à détecter, analyser et trouver la route cause et remédier à ça dans des temps le plus rapidement possible. Et les équipes sont pas prévenues ou elles sont prévenues? Les équipes sont pas prévenues. D'accord, ok. Voilà. Et c'est ça qui est sympa. C'est ça qui est sympa. Elles sont prévenues que ça peut arriver par contre. Elles sont que ça soit un jeu quoi. Elles sont prévenues elles sont prévenues que ça peut arriver. Même dans les étapes qui ont suivi. Ça peut être mal pris du coup, vous nous avez mis en défaut. Oui, il faut que ça soit. C'est pour ça qu'il y avait toujours quelques personnes qui étaient quand même dans la confidence pour faire en sorte que, évidemment, on n'impacte pas les utilisateurs et les clients. Par contre, la très très grande majorité n'était pas au courant. Et c'est des très bons exercices parce que, en fait, ces situations-là de chaos ou de rupture c'est des situations que tu as à un moment donné. Tu as beau tout anticiper, faire tous les tests que tu veux. Il y a un moment, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait anticipable. Et ton système, tu dois faire en sorte qu'il arrive à minima à proposer et offrir toujours les services essentiels que tu dois garantir pour tes utilisateurs. Donc des services secondaires, tu es capable de les délester dans des moments de crise ou de rupture. Par contre, l'éco-comparateur, quoi. Et voilà, on pourrait dire ça comme ça. Exactement. Voilà. Par contre, la vente de ton module de paiement, vente, voilà, ça, tu es obligé de les garantir tout le temps. Voilà, donc, et c'est ça qui est assez passionnant, c'est que la technologie aussi, et après, notamment avec tout ce qui tourne autour de la conteneurisation ou tous les services qui étaient portés par les cloud providers comme AWS, amener cette step supérieure de résilience et de capacité à amener un niveau de robustesse encore supérieur qui fait en sorte que aujourd'hui, et l'IA va amener encore un autre niveau, aujourd'hui il y a un champ des possibles où la technologie devient quasi plus un point de contention. Par contre, c'est ta capacité à toi à faire en sorte que tu aies la bonne innovation, tu aies la bonne créativité, parce que la technologie, elle est là. Et elle est encore plus accessible qu'elle n'était il y a 10 ans. Et maintenant l'enjeu des boîtes, c'est de faire en sorte d'aller aspirer de la manière la plus rapide possible ces nouvelles technologies et de les transformer en features produits, en impact utilisateur et en innovation de la manière la plus rapide et impactante possible. Donc voilà. Dans le Move to Cloud, AWS, parce que du coup c'est un gros chantier à l'échelle de SNCF, les sujets un peu chauds, le FinOps, du coup ça a été vite un sujet, j'imagine. Alors ça a été vite un sujet parce qu'une des raisons aussi qui a amené ce move-là, c'est aussi une raison de coût.
Donc il y avait une certitude et une évidence sur le fait que pendant la phase de transition, c'est quelque chose qui coûte Un surcoût. un surcoût, d'où le fait qu'il fallait essayer de le limiter le plus possible et de basculer le plus rapidement possible en full AWS. Par contre, derrière, et d'autant plus dans un modèle de cloud public, si tu n'as pas une gestion et une compréhension pointue de tes coûts, de ton infrastructure, du dimensionnement dans ton infrastructure, naturellement, obligatoirement, ça te revient plus cher. Donc ça veut dire que tu dois justement impulser, et ça c'est aussi des sujets de culture dans les équipes, que tu as évidemment toute une partie produit, tu as évidemment toute une partie qualité de service, et tu as aussi du coup évidemment une question de se dire combien me coûte mon innovation, et c'est pas que du jour homme de dev, c'est aussi du coût d'infrastructure, du coût de CPU, du coût de provider, et ça tu dois maintenant l'intégrer justement dans tes réflexions un peu bout en bout pour savoir combien, et c'est ce qu'on faisait à la fin, combien te coûte une fonctionnalité, avec justement d'essayer le plus possible d'aller jusqu'à l'impact sur l'infrastructure. Voilà. Mais du coup, en termes d'orga, c'était les équipes qui devaient être dev qui devaient être sensibilisées et chiffrées. Vous aviez en orga des experts un peu AWS FinOps ou un accompagnement AWS sur le sujet. Enfin, comment vous avez adressé le sujet? Oui, c'est passé en effet par des étapes d'accompagnement par AWS, par des rôles qui sont arrivés dans l'entreprise, comme des rôles de FinOps qui avaient vocation justement à acculturer et à porter ça de manière centrale, et progressivement de tâcher d'acculturer l'ensemble des équipes et de faire en sorte que les équipes, dans leur boucle de feedback, dans leur boucle d'amélioration continue, fassent en sorte de se poser les questions aussi du coût de l'infrastructure qu'elles avaient sous leur responsabilité. Voilà. Et d'essayer de l'améliorer aussi bien sur le dimensionnement, sur les chaînes de CI, etc. etc. Et après, ça s'intègre dans les équipes, ça s'intègre de manière globale. Il faut avoir toujours le bon compromis entre être capable d'avoir cette vision centralisée et ce côté référent et garde-fou. Et en même temps, quand tu es à des organisations à 200, 300, 400 personnes, ça passe obligatoirement aussi par un niveau de responsabilisation des équipes là-dessus. Et du coup, une compréhension de l'enjeu et de ce qu'il y a derrière. Donc une formation des équipes sur le sujet. Donc une formation des équipes, une nouvelle capacité à avoir un monitoring sur cette partie-là pour pouvoir justement rendre ça de la manière la plus vulgarisée et la moins complexe possible pour que les équipes soient capables justement de porter et d'incarner ça. Ok. D'autres gros chantiers que tu as impulsé, menés avec cette casquette CTO? Peut-être que le dernier sur lequel on peut revenir, même si ça a été un des moments charnières à partir duquel j'ai aussi basculé vers une nouvelle aventure, c'est le début de l'aventure SNCF Connect. Moi, j'ai vécu la première année des SNCF Connect, des développements des SNCF Connect, voire 1 an et demi entre le moment où il y a eu toutes les réflexions et les projections, avec cette ambition de faire en sorte de créer un objet unifié qui permettait de porter sur un seul et même objet, sur le web et le mobile, la courte et la longue distance, et de faire en sorte que... c'est ça le projet SNCF Connect. C'est ça le projet, et que ce soit l'appli, encore plus l'appli préférée des Français, et l'appli de référence des Français quand ils pensent à la mobilité, que ce soit la courte, la moyenne distance, et peu importe la modalité ou la mobilité qui sont utilisées. Et avec Benoît, avec Yannick, c'était vraiment de se dire comment est-ce qu'on profite de ce projet-là pour faire en sorte d'aller chercher encore plusieurs étapes de maturité successives, parce que il n'y a rien de mieux où le champ des possibles est le plus ouvert quand tu recrées quelque chose de zéro ou quasi de zéro, et que tu as acquis suffisamment d'expérience et de vécu pour te dire qu'est-ce que maintenant on doit aller chercher comme étape
pour faire en sorte d'aller chercher encore plus d'efficience, d'adaptabilité et d'innovation dans les années qui viennent. Dans les grands enjeux, il y avait un grand enjeu qui était l'adaptabilité de notre organisation aux enjeux. Ça, je pense que c'est une des ambitions ou un des enjeux que beaucoup de boîtes qui ont beaucoup scalé, qui avaient des grosses levées et qui, pour X ou Y raison, ont eu des cash burn un peu importants ou des levées qui ne se sont pas transformées ensuite. Se sont dit comment est-ce que en fait, mon organisation qui était très statique, j'arrive à la rendre plus dynamique. Et ça, moi derrière, je le voyais par deux grands axes. Tout n'a pas été parfait, mais le premier grand axe qui, je pense, a été plutôt une réussite, c'était de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir, d'un point de vue technologie, surfer sur une technologie comme Flutter qui était encore dans une phase d'émergence, je pense dans les années 2021. On a impulsé là-dessus, on a accéléré là-dessus, qui était la technologie. On avait fait beaucoup de POC, on avait benché beaucoup de choses. Le framework, la techno, d'un point de vue mobile, qui permettait d'avoir, et ça s'est confirmé je pense, le meilleur compromis entre une exigence UX/UI sur mobile la plus proche possible du natif, des gains de productivité et d'efficience ultra importants parce que finalement tes développeurs iOS et Android deviennent des développeurs Flutter et peuvent travailler sur l'un ou sur l'autre. Des niveaux d'abstraction beaucoup plus importants que sur des technos natives et des niveaux de performance quasi identiques. Donc c'est des challenges assez compliqués parce que quand tu dis dans un marché qui est quand même et qui est toujours un marché qui est sous tension, un développeur iOS, maintenant on va se lancer sur Flutter. Et là on parle d'une quarantaine ou une cinquantaine de développeurs mobiles, Android ou iOS, tu leur dis on va se lancer sur Flutter. Évidemment pour une partie d'entre eux, il y en a une partie d'entre eux comme dans tout qui disent top, on va découvrir quelque chose de nouveau. Et l'autre partie qui est technocentrée sur son expertise. Jamais de la vie. Et si vous faites ça, je claque madame. Si je caricature un peu. En fait, la conclusion de cette partie-là, et je pense que ça sera intéressant que tu puisses rééchanger avec Christophe là-dessus, ça a été de se dire... Christophe Rochefol. Ouais, Christophe Rochefol, ça a été de se dire... je pense que ça a été une réussite. Ça a été une réussite et je pense que ça a été aussi une impulsion chez pas mal d'acteurs derrière qui ont vu toute la pertinence, surtout sur le déploiement comme un WeSNCF ou un SNCF Connect, et que c'était possible sur des sites ou des applications mobiles avec des très forts trafics et des très gros niveaux d'exigence, que c'était possible d'utiliser ces technologies-là. Et ça c'est top. Et le deuxième élément, alors, qui a été, je pense, mais j'ai pas tous les retours d'expérience, probablement moins une réussite, ça a été aussi de le coupler avec un change organisationnel. Change organisationnel, alors c'était quand même assez compliqué cette période-là parce que tu dois garder un niveau d'exigence très fort sur un legacy qui portait 3-4 milliards de volume d'affaires à cette période-là. Donc un niveau de qualité de service, un niveau de qualité de service très important et d'exigence toujours très important, et de continuer de le faire évoluer. Et pendant les 18 mois, 24 mois en parallèle, tu dois être capable d'embarquer tout le monde vers le nouveau navire amiral qui serait ensuite le seul et unique objet qu'auraient dans les mains les Français quand ils réfléchissent à la mobilité, ce SNCF Connect. Tu veux dire que ce qui est dur, c'est de conserver, motiver les gens qui bossent sur Legacy. Ouais, c'est dur parce que je pense que c'est très humain, et je pense que ça c'est dans toutes les boîtes qui
qui vivent ces périodes de transformation assez majeures, c'est très humain de te dire, si je ne suis pas dans le premier wagon, qu'est-ce qui va me rester à moi? Et très humain de se dire, en fait, est-ce que si je ne prends pas le premier wagon et les premiers rôles qui se dessinent, est-ce que moi qui aurais montré mon niveau d'engagement, de loyauté, pour justement porter l'exigence et toujours le même niveau de qualité de service sur Oui SNCF, est-ce que j'aurai toujours, justement, 18 mois après, l'opportunité et que toutes les opportunités n'auront pas déjà été pourvues par d'autres collaborateurs. Et ça, on a eu la chance, je pense, d'avoir un certain nombre de collaborateurs, et je pense que c'est ce qui caractérise cette boîte, cette loyauté et l'engagement des collaborateurs, de se dire, non, en fait, c'est avant tout un projet collectif. Et évidemment, les collaborateurs qui auront aussi montré, et on est tous dans le même bateau, cet impact, cette loyauté, cet engagement, les opportunités, il y en aura pour tout le monde. Et il a fallu le communiquer, l'expliciter, ou ça s'est fait... Il a fallu le communiquer, parce que dans ces moments-là, tu as toujours un petit peu de non-dit. Et quand tu as cette phase de non-dit un peu importante, chacun, en fonction de son humeur, sa mentalité, sa personnalité, chacun va de son hypothèse et chacun va de sa projection. Donc c'est important d'échanger là-dessus, que ne soit pas un sujet tabou. Et surtout que c'est des sujets, des sujets qui sont quand même des sujets long cours, c'est des sujets qui, je pense, c'est un projet qui a duré entre 18 et 24 mois. Donc des sujets sur lesquels cette période-là, on n'est pas sur 2-3 mois sur lesquels on a besoin de surfer. Ouais. On a besoin d'être bon sur les deux terrains de jeu sur la durée. Voilà, donc c'est là-dessus où ça c'est clé dans ces phases de change management assez profond de le faire. Et quand je disais que tout n'a pas été parfait, c'est que moi, une de mes convictions, c'était de se dire on a atteint un beau niveau de maturité avec des équipes organisées en feature team, responsables et autonomes sur un périmètre fonctionnel, qui connaissent très bien leur périmètre. Par contre, un des freins à ce type d'organisation, c'est que tu peux vite tendre vers une organisation, ou plutôt des enjeux ou une ambition qui en fait s'adapte ou est contrainte par ton organisation et non l'inverse. Si je reformule, c'est de se dire j'ai énormément d'enjeux sur la prévente, j'ai moins d'enjeux sur le devis par exemple. Comment est-ce que je fais en sorte mais par contre j'ai des équipes qui aujourd'hui sont statiques, j'ai X personnes d'un côté, X personnes de l'autre, et je ne peux pas faire en sorte, même si j'ai beaucoup plus d'enjeux sur la prévente, de mettre un poids du corps plus important dessus. Parce qu'on a des périmètres et des équipes qui sont et qui ont des périmètres fonctionnels très délimités. Donc c'était de se dire comment est-ce que on essaye de passer de ce modèle-là à un modèle peut-être un peu trop en rupture, mais un modèle qui avait l'intention et l'ambition d'avoir une allocation beaucoup plus dynamique des ressources d'un silo vers un autre, quoi. Absolument. Avec toujours de garder des notions de référent qui portent ce fil conducteur, aussi bien d'un point de vue fonctionnel et technique, pour s'assurer que quand on réalloue une partie de nos dispositifs et de nos équipes, en fait on n'est pas une phase de warm-up ou de montée en charge qui nous pénalise pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, donc de garder ce côté référent. Par contre, d'être capable de réallouer 70% de nos équipes tous les 3 mois. Donc c'était une intention ah ouais, ok, ouais. assez rupturiste. Très dynamique. Très dynamique. Alors après, en effet, c'était dans l'intention et dans la vision moyen-long terme. Après, c'est motivant pour...
je pense que pour les équipes, ça peut être assez intéressant et motivant de se dire, ok, bah, je suis pas bloqué dans un silo pendant 18 mois, je peux basculer d'un fonctionnel vers un autre, d'une stack qui peut être un peu différente, vers des enjeux techniques. Bah, t'as Ça a des raison, hein. avantages, quoi. Là encore une fois, je pense que c'est très lié à la personnalité de chacun. Tu as des personnes qui vont se dire, et qui l'exprimaient comme tel dans une organisation plus statique. Tous les 18 mois, moi j'ai besoin de bouger, je m'ennuie, à faire toujours la même chose et d'être sur un terrain de jeu qui ne bouge pas. Donc eux sont plutôt très porteurs et très acteurs de se dire, bah en fait, d'aller voir autre chose, de découvrir autre chose, c'est juste top. Je suis toujours en mouvement. Et si c'est pas tous les 3 mois, c'est tous les 6 mois, mais j'ai une dynamique de changement assez régulière. Et tu en as d'autres, et c'est normal, qui ont des personnalités un peu plus conservatrices et qui se disent, moi j'ai besoin de m'inscrire plus dans des unités de temps plus longues pour pouvoir construire, pour pouvoir porter. Et du coup, ce modèle-là me va moins. Et est-ce que dans le modèle, il ne pouvait pas faire partie des 30% qui restent? Ouais, Est-ce que ça fonctionnait bien du coup Alors, moi, je l'ai vécu que sur la phase de build, donc quand on n'était pas encore en déploiement grand public. Et du coup, on n'avait pas été au bout de ce modèle-là. Je pense que l'intention était bonne. Je reste convaincu que on doit être capable, et des organisations matures doivent être capables d'avoir cette capacité plus dynamique de réallouer nos dispositifs. Par contre, je pense qu'il faut, et le principal retour d'expérience, d'éviter de cumuler plusieurs changements profonds en même temps. Et quand tu cumules des changements de technologie, comme Flutter, un projet aussi ambitieux que l'était SNCF Connect, et des changements organisationnels assez profonds. Ça commence à faire beaucoup. Ouais. La boussole, je pense, a du mal chez une partie des collaborateurs à pleinement bien se réguler. Tu veux dire que ce changement orga, c'est quelque chose qui n'a pas été jusqu'au bout ou que toi, tu n'as pas vu jusqu'au bout? Que moi, j'ai pas vu jusqu'au bout et sur lesquels il y a eu des douleurs. Il y a eu des douleurs et il y a eu, je pense, un retour arrière sur cette partie-là. D'autant plus que voilà, après les enjeux ont probablement un petit peu changé aussi sur SNCF Connect. Voilà, mais ça, je pourrais pas t'en dire beaucoup plus là-dessus. Mais voilà, ça, je pense que c'est l'enseignement. Je pense qu'il faut tirer là-dessus. C'est comme je disais, c'est limiter et cerner un peu plus les gros changes profonds. Même s'ils sont tous pertinents et légitimes. Ensuite, de se dire quelles sont les étapes successives de maturité qu'on a besoin de franchir pour aller vers cette intention cible, mais tout en les ciblant de manière peut-être un peu plus et en amenant un petit peu plus de focus. Voilà. Donc voilà, et ça, je pense que c'est la fin de mon aventure SNCF Connect. Et on se demande qu'est-ce que tu vas aller chercher. Enfin, quand tu parles de SNCF, on sent que c'est une aventure et que toutes les étapes et tous les étages de la fusée t'ont plu. Donc qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'en vas, quoi? Non, c'est une très bonne question et j'ai mis beaucoup de temps à faire ce cheminement-là. C'est une boîte qui était et qui est top et que je conseille à tout le monde de découvrir cet écosystème qu'est la mobilité. C'est des rencontres humaines qui ont été aussi ultra façonnantes dans ma vie perso et dans ma vie pro. Après, en fait, à un moment, tu te dis, et c'est comme ça que moi, ça s'est fait, assez naturellement, et pourtant, j'ai dû rester 12-13 ans, tu te dis que tu vois les choses de manière un petit peu différente. La trajectoire, le moyen long terme, la stratégie, tu la vois avec un petit peu moins de
d'engouement et de panache. Et du coup, tu te dis à ce moment-là, et tout du moins, moi, c'est comme ça que c'est arrivé, tu te dis, est-ce que c'est pas le moment où j'ai besoin de découvrir autre chose, un nouveau secteur, des nouvelles personnes, un nouveau job, d'autant plus que c'était ma première boîte, pour pouvoir justement un peu relancer ce qui, moi, je pense, me caractérise, qui est euh, du panache, de l'énergie et de l'enthousiasme. Et quand tu sens que tu le perds un petit peu, c'est pas que la boîte est mauvaise ou que la stratégie est mauvaise, c'est juste que toi, Ça fait 12 ans, quoi. Voilà, ça fait 12 ans et toi, tu as besoin de voir un petit peu autre chose pour réinsuffler un peu cette dynamique. Donc c'est toi qui as engagé la dynamique, ça n'a pas été une chasse ou une opportunité qui s'est présentée Alors ça s'est conclu par une chasse, mais du coup, c'est le moment où je me suis dit, j'ouvre les oreilles. j'ouvre les oreilles, voilà. Et voilà, ça a mis un certain nombre de mois parce que je voulais vraiment aller chercher ce que j'avais envie d'aller prendre comme nouvelle compétence ou comme nouvelle découverte dans les prochaines années. C'était alors déjà un secteur qui me parlait. Donc ça, Tu peux peut-être présenter effectivement CGDIM Santé, parce que bon, je pense qu'une fois que tu auras présenté, ça parlera à tout le monde, mais pas forcément de prime abord. Ouais. Alors, après, je rentrerai un petit peu dans le détail si tu veux. C'est CGDIM Santé, alors ça fait partie du groupe CGDIM. CGDIM, juste pour dire deux mots, c'est une boîte qui a une cinquantaine d'années, qui est un éditeur de logiciels qui est sur plusieurs secteurs d'activité, dont les ressources humaines, l'assurance et un grand pan autour de la santé. 5000 personnes, sur 7-8 pays différents, qui est toujours, et ça c'est important et on y reviendra, qui est toujours porté et dirigé par les fondateurs de la boîte, les propriétaires de la boîte qui sont toujours acteurs et majoritaires chez CGDIM. 60 ans, entre 50 et 60 ans, et CGDIM Santé qui est aujourd'hui un des leaders de l'édition de logiciels pour les professionnels de santé. Donc c'est typiquement quand tu vas chez ton médecin généraliste, tu vas chez ton kiné, il a un logiciel derrière son PC ou son téléphone qui lui permet de savoir tous tes antécédents, savoir toute la chronologie te concernant et te pouvoir t'accompagner, faire un bilan, une prescription, une ordonnance, la facturation, toutes les télétransmissions avec les différentes caisses mutuelles ou caisses d'assurance maladie. C'est ce logiciel-là qui est développé par CGDIM Santé. Et CGDIM Santé, depuis maintenant 3 ans, c'est aussi donc le cœur historique était sur cette partie-là depuis une trentaine d'années, CGDIM Santé, avec ses 1000 collaborateurs. Et depuis 3 ans, CGDIM Santé s'est étendu avec une suite qui s'appelle Maya pour pouvoir couvrir l'ensemble du parcours de soins, donc c'est-à-dire tout ce qui est plutôt orienté B2C patient, qui va de l'agenda en ligne, qui permet de réserver un créneau ou demander un rendez-vous chez ton professionnel de santé. Donc la partie Doctolib-like. La partie Doctolib-like qui était portée historiquement plutôt portée par Docto, de la téléconsultation et voilà toute la partie logicielle de gestion de cabinet. Et aujourd'hui, CGDIM Santé accompagne quasi 100 000 professionnels de santé. C'est un des seuls acteurs aujourd'hui qui est capable de proposer une suite logicielle pour pouvoir accompagner l'ensemble du parcours de soins et accompagner les professionnels de santé de bout en bout également. CGDIM Santé, c'est relativement récent parce que en fait, CGDIM Santé, c'est la naissance de CGDIM Santé a été amenée par la fusion de 3-4 entreprises qui étaient des entreprises distinctes, avec des organisations distinctes, des cultures distinctes, des PNL distincts, et qui ont formé CGDIM Santé il y a 3 ans.
avec l'ambition justement de faire ce que je te dis. La fusion des 4, c'est en même temps et il y a 3 ans. C'est en même temps il y a 3 ans. Ah ouais, Ouais. ok. Donc, grosse transfo. Et avec voilà, cette ambition et cette intention de se dire, c'est en passant par cette étape de fusion et de rationalisation qu'on va être capable d'accompagner de manière la plus efficace possible l'ensemble des professionnels de santé grâce à une suite logicielle complémentaire et grâce à une connaissance complémentaire également de l'ensemble des spécialités et des professionnels de santé, qu'ils soient des professionnels de santé plutôt paramédicaux ou plutôt médicaux. Voilà. La force est dans la façon dont se structure l'écosystème de la santé. On parle beaucoup plus de centres de santé, on parle beaucoup plus de maisons de santé, donc de rassemblement de professionnels de santé avec des spécialités différentes et complémentaires. Donc la force d'un CGDIM Santé, c'est d'être capable justement de pouvoir proposer, offrir à toutes ces spécialités un logiciel adapté à leurs besoins et à leur utilisation et qui permettent également de pouvoir communiquer ensemble, parce que dans les grands enjeux de la e-santé dans les prochaines années et prochains mois, c'est justement toute cette collaboration et interopérabilité qui fait que quand je vais vers mon médecin, c'est ultra facilité pour pouvoir accéder à un spécialiste, que toutes les informations que je communique à mon médecin puissent être transférées et partagées de manière quasi instantanée à mon spécialiste et que je ne sois pas capable à terme, et que ça ne soit pas nécessaire à terme, de me trimballer avec mes ordonnances, avec mes radios, etc. Et mon espèce de petite Bible à chaque fois que je vais voir un nouveau médecin pour qu'il puisse ensuite mieux comprendre qui je suis. Voilà. Donc ça, c'est toute la transformation de la santé en France, qui est quelque chose qui est passionnant et sur lequel il y a un terrain de jeu qui est incroyable. Et CGDIM Santé, tu vois, quand on pouvait faire la transposition avec un décathlon, où CGDIM, ce type de boîte, a réussi à... Et je pense que c'est d'autant plus valorisant quand une boîte qui est dans de l'édition de logiciels a réussi à toujours être un acteur clé sur ces différents cœurs de métier après 60 ans, en ayant toujours un modèle porté par la famille et par des fondateurs. Ça laisse quand même très admiratif. Ça montre aussi voilà, un côté visionnaire des fondateurs de la boîte et qui laisse quand même très admiratif et qui a été, je pense, dans les échanges que j'ai eus, je connaissais relativement peu CGDIM. Je connaissais un peu Maya, parce qu'en l'occurrence, pour l'anecdote, mon kiné était sur Maya. Mais par contre, quand j'ai découvert cette boîte-là et les personnes dedans, je me suis dit, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Évidemment, c'est un gros challenge de créer, et je prenais ce rôle de produit et tech en même temps. C'était ça aussi que tu allais un peu chercher? C'était ça aussi que j'allais chercher. Alors, en premier niveau dans la première partie de mes réflexions, ce que j'allais surtout chercher, c'est de se dire, je vais chercher un secteur qui me parle, et j'essaye à tout prix d'aller chercher soit des nouvelles compétences, ou plutôt un champ des possibles un peu différent. C'est-à-dire que j'aurais pu assez facilement, je pense, et la plupart des opportunités en vrai que j'avais eues à ce moment-là, c'était des boîtes qui avaient besoin de faire de l'hyperscaling. Donc de passer de grosses levées, une équipe à 30 équipes, gros enjeux de time to market, déficience de delivery, migration vers le cloud, voilà. Toutes ces choses-là, c'est des choses que... je ne vais pas aller jusqu'à dire que je maîtrise, mais que j'avais déjà vécu. Ouais. Et du coup, je voulais vraiment pas uniquement avoir une réplication, on va dire bête et méchante, de ce que j'avais vécu dans une autre boîte. Et du coup, j'allais chercher, évidemment, parce que ça reste une partie de ton socle, cette partie-là, mais d'aller chercher quelque chose de nouveau. Et du coup, en effet, CGDIM Santé, c'était du coup le carrefour entre, premièrement, un univers que je connaissais pas, mais sur lesquels
naturellement, tu te dis, d'autant plus pendant la période de Covid, tu te dis, il y a quelque chose à Ça bouge faire, là. ça Ouais. bouge. Ouais. Et ça bouge de manière assez profonde, et avec aussi voilà, des enjeux gouvernementaux qui bousculent ça. Donc ça bouge de manière profonde. Euh, c'est un secteur et c'est une boîte qui est importante, qui a une assise financière solide, une boîte qui est solide, et en même temps euh, qui a vraiment envie d'amener de la rupture. Et ça s'est concrétisé, et on pourra s'en dire un petit mot sur la levée de fonds qu'on a fait juste après. Donc qui a envie d'aller chercher de la rupture et de la nouveauté. Et j'avais toujours travaillé avec un binôme produit. Et là, je me suis dit, bah, est-ce que si c'était moi qui prenais ces deux rôles-là, dans une boîte qui a besoin d'aller chercher très rapidement de l'alignement et de la transformation entre 4-5 boîtes, 4-5 organisations produits et tech qui étaient en parallèle, est-ce que ça ne me permettrait pas moi d'aller chercher des nouvelles compétences et de découvrir de nouvelles choses. Ouais, parce que chez SNCF, pour le coup, tu es dans une boîte avec un alignement, une culture forte et chouette, mais ouais, t'as pas eu à. Non. Donc je le Là, vivais, dans l'ombre de mon binôme produit. Et voilà, et ça m'a donné envie d'aller découvrir ça un peu de moi-même. parce que Euh, t'arrives, t'es en plein dedans, quoi. Ça fait 1 an que la alors fusion a c'est démarré, donc là, t'es encore dans les sujets de. que la fusion a démarré et l'organisation produit tech n'avait pas été transformée à ce moment-là. Donc en effet, j'arrive avec 3, 4, 5 équipes, produits et tech différentes, dont une partie d'entre elles avaient peu échangé par le passé, euh, et sur lesquelles l'ambition c'est, de faire travailler tout le monde ensemble, de créer un collectif complémentaire et qui se fait confiance. Et quand tu es dans cette étape euh, où tu fusionnes des boîtes avec des rôles similaires, euh, c'est plutôt de la défiance que de la confiance au début. Il y a plutôt une partie de défiance d'un CTO vers un autre CPO, d'un patron produit vers un autre patron produit. Et du coup. Est-ce qu'il y avait des overlaps entre les boîtes ou. Alors, Enfin, chacune avait son périmètre distinct d'un point de vue produit. Par contre, obligatoirement, tu as de l'overlap quand tu veux aller chercher de la rationalisation, de la standardisation et de la complémentarité. C'est-à-dire que quand tu as 3 entreprises, 3 silos, qui même si elles sont sur des cœurs business un peu différents, la partie maître d'un côté, la partie paramètre de l'autre, tu te dis c'est 2 secteurs un peu différents, mais quand tu veux justement pouvoir adresser plus efficacement des structures dans lesquelles tu as des maîtres et des paramètres, tu es obligé de passer par des étapes de synergie beaucoup plus importantes. Et tout l'enjeu a été de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte de garder une efficience produit et des verticales produits qui soient les plus cohérentes possibles. Donc on a mené un certain nombre de chantiers dessus. Et en même temps d'essayer de transversaliser les compétences sur lesquelles on va aller chercher un gros niveau d'efficience et d'efficacité et d'excellence en réunissant toutes les personnes. tu penses à quelles compétences Donc transverses? c'est notamment toute la partie DevOps, Ouais. tout ce qui tourne autour du déploiement de ton infrastructure, de tes chaînes de validation, du monitoring de ton infrastructure, du monitoring de tes applications. Là, tu vas chercher un gros niveau d'excellence quand tu t'assures que, et ça c'est quelque chose qui se standardise assez facilement, quand tu es capable de faire avancer tout le monde exactement dans le même cheminement. Tu pourras avoir aussi un cheminement assez similaire sur toute la partie studio design, de se dire quand tu veux essayer de garantir une expérience homogène pour tes patients ou tes professionnels de santé, ce qui est le plus pertinent ou qui peut s'apparenter à être le plus pertinent,
c'est justement de réunir tout le monde pour avoir un univers le plus homogène possible, même si tu as des logiciels différents. Euh, et je pense que c'est ces deux principaux axes sur lesquels tu peux aller chercher de la cohérence, de l'efficacité et de l'efficience euh, en centralisant les compétences. Donc voilà, donc ça c'était le début de l'aventure. Et moi, j'ai une petite question. J'imagine que les 4 boîtes, elles n'avaient pas les mêmes, post-Covid, les mêmes rythmes d'organisation, de home office, de télétravail, tout ça. Ça a dû être harmonisé ou t'as pas eu besoin de l'harmoniser Non, alors il y a eu une bonne partie en effet d'harmonisation des méthodologies de travail. Euh, la partie télétravail était encore plus globale. Alors, donc ça, c'est quelque chose qui c'était avait pas été... forcément, ça venait pas forcément. Les Non. consignes Ouais, groupe venaient était plus pas global. Ouais, Ok. voilà. Par contre, en effet, les méthodes de travail, les outils, la façon de s'objectiver, voilà, ça c'est des choses qui étaient différentes d'une boîte à une autre et qu'on a progressivement unifié, simplifié, rationalisé et qui a été aussi la base pour pouvoir justement faire en sorte que euh, les gens commencent à avoir et les collaborateurs commencent à avoir envie de travailler ensemble et d'apprendre à se connaître aussi. Euh, Tu réunis tout le monde? Tu tâches de réunir tout le monde? Ouais, ouais. En fait, les deux premières années, toutes les initiatives qu'on a lancées, même quitte à des fois avoir un petit peu d'inertie, c'est de s'assurer que le collectif travaille ensemble. Que le collectif travaille ensemble et que euh, les projets, même si on pourrait les faire peut-être de manière un peu plus rapide, de manière silotée, on s'assure et on se force à travailler les personnes qui ont des expériences complémentaires, des regards complémentaires, des regards des fois un petit peu divergents, euh, mais qui du coup sont les premières pierres pour créer de la confiance, apprendre à connaître l'autre, apprendre à travailler avec l'autre, les bases de la confiance et les bases après d'un collectif qui naturellement se crée. Euh, Après, tout n'est pas simple parce que euh, je pense qu'aujourd'hui, après 2 ans, je suis moi, très content du comité de direction Produit Tech qu'on a monté et façonné. Mais tu vois, on peut dire qu'il aura fallu 2 ans. Avec Ou seulement 2 ans? ou seulement 2 ans. Tu as raison, tu as raison. Avec des personnes de grande qualité que j'ai découvertes chez CGDIM Santé, qui m'ont appris beaucoup de choses aussi et à qui je tâche d'apprendre aussi depuis 2 ans des choses. Et des personnes qui m'ont rejoint et que je connaissais aussi très bien d'avant. Et c'est cette mayonnaise entre des personnes de grande qualité chez CGDIM Santé et des nouvelles personnes qui ont systématiquement, je pense, amené un plus de par, leur personnalité et leurs compétences intrinsèques, qui fait qu'on a aujourd'hui une belle mayonnaise qui est surtout portée, je pense, par, et ça prend, et c'est long ou court, qui se fait confiance. Un collectif qui se fait confiance, un collectif qui est complémentaire. Et une fois que tu as ça, tu vois, je suis très humble sur le fait que quand j'ai pris ce rôle-là, et j'avais été très clair là-dessus, j'avais pas l'intention et la vocation d'être un expert produit, un expert tech, d'être le cadre qui soit capable de absolument tout savoir sur tout, parce que d'autant plus dans un environnement aussi large et hétérogène que CGDIM Santé, du fait de la fusion de 4-5 boîtes. C'est déjà, je pense, humainement pas possible. Mais ça, je me le suis dit assez rapidement. Et du coup, assez rapidement, mon challenge et mon enjeu a été de créer ce collectif complémentaire, qui est pour certains
et certaines habilités plus performantes moi sur certaines choses, moins performantes pour d'autres. Mais par contre, un collectif qui, quand il se réunit et quand il travaille ensemble, C'est le même bateau, c'est un collectif, quoi. ça déroule. Ça déroule. Et après, l'objectif, c'est quand tu as ce comité de direction, c'est d'avoir un middle management qui fonctionne de la même façon et ensuite d'avoir l'ensemble des équipes qui fonctionnent et qui avancent de la même façon. Donc ça passait par des ambitions communes, ça passait par un ensemble d'instances et de partages qu'on faisait de manière trimestrielle pour se partager nos avancées, nos visions, nos projections de manière commune. Et des projets, comme je le disais tout à l'heure, qu'on a notamment sur la mobilité par exemple, sur lesquels on s'est efforcé à faire travailler et avancer ensemble des personnes qui avaient un peu moins l'habitude de travailler ensemble par le passé. Et toute cette mayonnaise, au fil de l'eau, ça prend. Les collaborateurs de boîtes différentes se disent, en fait, la défiance que je pouvais avoir parce que je ne connaissais pas l'autre, en fait, il n'y a pas de raison de l'avoir. Et j'ai envie de travailler avec lui. Ça t'a aidé j'imagine que ça t'a aidé d'être dans un contexte où finalement il y a une levée de fonds. Qui dit levée de fonds dit ambition, dit création d'équipes, création de features, de produits et autres, et que même s'il y avait rationalisation ou transversalisation sur certains aspects, il allait y avoir à échéance court, moyen terme, d'autres opportunités ou d'autres appels d'air sur d'autres sujets. Alors, tu as raison. Hein, on a eu, en mai de l'année dernière, officialisé une levée de 65 millions d'euros chez dans le cadre d'un partenariat stratégique avec trois grandes mutuelles. Évidemment, quand tu te dis que tu as une levée de 65 millions, quand tu veux mener une transformation où tu as besoin de capitaliser sur les expertises des collaborateurs présents et en même temps tu as besoin d'impulser du changement rapidement, ça passe par aussi des nouvelles personnes qui ont tout de suite, et c'est la chance que j'ai eu et des personnes qui m'ont rejoint, qui ont tout de suite de l'impact et rapidement de l'impact, et qui sont capables du coup d'impulser à mes côtés et en tant que collectif du changement rapidement parce qu'ils sont capables de créer de la légitimité et d'avoir une légitimité super rapidement. Donc ça, tu le crées. En effet, quand tu as cette levée, ça te donne ce côté un peu plus de sérénité pour gérer une transformation. Et en même temps, le grand travers de ça, ou le grand point d'attention, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de rationalisation en même temps, c'est de se dire, en fait, tu lèves 65 millions, donc en fait, c'est plus nécessaire de t'attacher à l'efficience ou à l'efficacité, parce qu'en fait, c'est argent, pas infini, mais c'est argent que tu as. T'as pas il est là, quoi. Voilà, exactement. Et ça, je pense, c'est le principal risque à mitiger dès le début, c'est de se dire, on a embauché, et on a quand même grossi rapidement, on a embauché, je pense l'année dernière, 70 personnes côté Produit Tech, sur une organisation de 300 personnes. Donc ça ok. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Par contre, nécessaire de s'assurer d'avoir les bons paliers de stabilité et d'avoir aussi la bonne capacité à suivre si tu sens que justement l'onboarding, l'accompagnement ou l'efficience ou la vélocité de tes équipes, en fait, à un moment, tu as besoin d'un palier de maturité un peu plus important et de stabilité un peu plus important pour aller rechercher un deuxième levé. Sur les 2 dernières années, ça t'est déjà, là vous avez levé il y a 1 an, ça t'est déjà arrivé de dire, ok, on devait recruter, le plan de marche c'était recruter, mais là on a besoin, on stoppe, on freeze 3 mois, 4 mois, on consolide, T'as déjà fait ça là. On l'a fait pour différentes raisons, mais en tout cas, c'était nécessaire, je pense, d'avoir et on l'a eu en fin d'année dernière,
d'avoir une étape où on se dit on a beaucoup embauché, on a besoin de reprendre un petit peu de recul et d'aller chercher le maximum d'efficience avec l'organisation qu'on a pour pouvoir ensuite aller rechercher un autre niveau de ramp-up, mais sur une base qui aura été parfaitement solidifiée. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on a fait. On a repris un peu de recul sur l'ensemble de notre organisation. On a rebougé un certain nombre de lignes pour se dire c'est ce qui va nous permettre de reconstruire le deuxième étage de la fusée sereinement. Voilà. Et ça, je pense que c'est clé. C'est clé parce que 60 personnes, on peut dire c'est beaucoup ou c'est peu. Mais sur une organisation de 250-300 personnes, ça reste 30%, quoi. Ça reste 30%. Voilà. Donc c'est un changement, c'est des personnes, c'est une culture, c'est un engagement, voilà, c'est un ADN qu'il faut s'assurer que dans des phases comme ça, un peu de scaling ou d'hyperscaling, tu arrives à maintenir. Et ça passe, alors moi ma conviction c'est que ça passe obligatoirement par ces étapes, par ces paliers. Donc ça c'était en effet toute cette phase de levée. Et alors, du coup, tu as lancé plusieurs chantiers en parallèle? Parce que du coup, chez SNCF, l'un des enseignements, c'était de ne pas trop charger de changements majeurs. Et puis là, c'était déjà pas mal. Est-ce qu'il y a eu d'autres sujets ou est-ce que ça a déjà bien occupé, quoi? Non, alors des sujets plus mineurs, peut-être. On a lancé beaucoup de choses en parallèle, mais bon, ça c'est peut-être ce qui me caractérise. Donc c'est comme ça. Non, c'était au début, c'était de se dire, dans les grands enjeux, c'était de se dire, ce qui allait prendre du temps, c'était les sujets d'ADN ou de culture. Donc c'était comment est-ce qu'on fait en sorte que d'impulser progressivement, alors moi ce que j'appelle, et qui fait toujours un peu peur quand je le dis, de pomme, mais cette culture du changement continu, c'est-à-dire moi ça me semble sain d'avoir des incréments de changement d'organisation réguliers, ciblés. Une fois que tu as atteint en 6-9 mois l'objectif avec le change ou la transfo que tu avais besoin de mener, tu es capable d'en remettre un derrière. Et en fait, moi ce que je pense c'est que il ne faut pas avoir en effet trop de changements en parallèle. Donc on a fait moins de changements en parallèle. Par contre, des changements beaucoup plus rythmés. Un peu plus ciblés. Que ce soit sur le produit, que ce soit sur l'outillage, que ce soit sur le monitoring, que ce soit sur l'UX/UI, que ce soit sur... Tu as des exemples un peu... Dès le début, on a mené un gros sujet de transfo plutôt produit pour se dire comment est-ce qu'on fait en sorte de développer un ownership bout en bout entre du discovery de besoins, le développement des fonctionnalités associées et le suivi des usages, là où c'était un peu réparti dans deux bouts de l'organisation. Donc c'était de se dire, déjà là, notre objectif c'est d'avoir un ownership sur une verticale produit de bout en bout. Donc ça c'était des premiers changements d'organisation. Deuxième changement qu'on a lancé à peu près en parallèle, c'était de se dire, on a besoin de booter une équipe que j'appelais Opération IT, qui va avoir pour but de porter de manière centrale l'ensemble de nos enjeux DevOps, infrastructure, excellence opérationnelle. Donc ça, on l'a lancé aussi dès le début, dans les 3 premiers mois. Et ça a été les 2 premiers. Et le troisième, c'était de se dire comment est-ce que, à travers un ensemble d'initiatives ou de projets, on fait en sorte de passer le message qu'on veut tendre d'une culture et d'une approche plutôt top-down à une approche où le middle management et le cadre dans lequel s'inscrivent les équipes développent l'ownership de l'ensemble des collaborateurs. Parce que ça, je savais, les 2 premiers sujets, c'est des sujets sur lesquels
on pouvait avoir de l'impact relativement court terme. Et je pense qu'on a eu quelques premiers succès dans les premiers mois. Et après, ça a mis un peu de temps pour bien se stabiliser, mais ça avance et on va pouvoir aller plus loin. Là où développer de l'ownership et changer ou accompagner ou d'expliquer que quand tu fais un certain nombre de changements, quand tu fais du changement quasi en continu, ça ne veut pas dire que tu es dans une phase d'instabilité profonde, mais ça veut juste dire que le monde dans lequel on est nécessite de toujours avoir ce petit coup d'avance et du coup de toujours instaurer dans la tête et un peu dans la culture de tout le monde qu'il faut toujours être en mouvement. Et quand tu es toujours en mouvement, ça te permet de faire en sorte que si tu as besoin de bouger très rapidement, tu es capable, parce que c'est pas perçu comme une grosse crispation ou comme un drame. Et tu es capable d'impulser de manière itérative tous ces changements-là. Voilà. Et peut-être dans les derniers grands moments, parce qu'aujourd'hui, ce que je te disais, c'est que d'un point de vue organisation, transformation, technologie, produit, il y a eu un super chemin qui a été parcouru et je suis très fier de ce qu'on a pu faire avec l'ensemble des équipes. Maintenant, il y a 2 grands enjeux sur lesquels on va devoir et on va mettre plus de poids du corps dans les prochains mois. C'est tout ce qui va tourner autour de la data et de l'IA. Toutes les boîtes, tout le monde en parle. C'est un peu le buzzword depuis quelques mois maintenant. Il faut être très vigilant parce que dans le domaine de la santé, évidemment, quand on parle d'IA, c'est très très réglementé. Puis c'est de la donnée sensible, effectivement. Donc ça, on est particulièrement attentif à ça. Par contre, comment est-ce que l'IA permet toujours et encore de faire en sorte que nos professionnels de santé puissent consacrer plus de temps au temps médical, au temps avec leurs patients, et moins de temps sur de l'administratif, sur leur logiciel. Il y a des vrais leviers sur lesquels l'intelligence artificielle peut amener de la valeur, et c'est ce sur quoi on s'efforce à travailler, tout comme... C'est quoi les use cases déjà imaginés? Les use cases, je vais pas tous te les dire, mais il y a des choses, il y a des choses assez standards et assez classiques qui sont comment est-ce que tu fais en sorte typiquement de pouvoir retranscrire une téléconsultation ou du vocal en texte, d'être capable de le structurer, de compléter un dossier patient de manière quasi automatisée, ou des choses comme ça. Est-ce que ça peut te générer ton ordonnance à la fin? Ça pourrait. En fait, après, il faut jamais oublier que le logiciel est une aide, une simplicité, amène de la fluidité. L'expertise et la compétence restera chez le professionnel de santé. Par contre, notre rôle, c'est comment est-ce que on lui facilite tout ça. Et la santé, comme tu le disais, la santé, c'est très réglementé. La santé, c'est un écosystème qui est très complexe. Donc nous, notre rôle, c'est comment est-ce que, à travers la data, à travers l'IA, à travers la technologie ou l'ensemble des innovations, on arrive à simplifier et abstraire un peu toute cette complexité-là. Et ça, c'est ce qui est sympa, et c'est ce qui, je pense, est au-delà de l'IA pour on peut tester aussi sur amener un levier d'efficience dans nos équipes de développement ou de leur simplifier ou d'accélérer les développements. Il peut y avoir aussi des vecteurs là-dessus. L'IA au service de... Vous allez utiliser utilisation de ChatGPT par les devs Ouais, on teste. Ouais. On teste parce que... sur les tests notamment. Sur les tests, t'as pas mal de boîtes comme Git, etc., qui, sur la façon d'accélérer les développements, il y a des choses qui se façonnent un peu partout. Globalement, tu vois que
quasi toutes les solutions un peu du marché essayent de mettre leur petite solution d'IA dedans. Bon, ça a plus ou moins d'impact, plus ou moins d'intérêt. Euh, Par contre, le plus important, c'est de se dire, voilà, la technologie est là, et c'est ce qu'on se dit, la technologie est super accessible et relativement simple à utiliser. Maintenant, c'est quel est le bon cas d'usage, et non pas juste l'innovation buzzword qui va me permettre de raconter sur le marché que j'utilise ChatGPT, mais qui a un impact quasi inexistant à la fin pour l'utilisateur. Et la data, ça fait, et quand on parlait de notre ambition, toujours mieux comprendre le comportement de nos utilisateurs, toujours mieux comprendre l'impact des fonctionnalités qu'on délivre. C'est des choses qui paraissent, je pense, maintenant pour des organisations ou des boîtes produits, on va dire, digital natives assez classiques ou assez standards, mais sur lesquels on a impulsé, nous, un gros travail dessus, parce que c'est ce qui fait que derrière, tu as le bon focus dans un secteur de la santé qui peut vite t'amener à te disperser, parce que tu peux vite amener de dire, bah tiens, j'aimerais bien travailler sur les hôpitaux, mais aussi les maisons de retraite, mais aussi les cabinets libéraux, mais tiens, mais il y a aussi les centres de santé, mais tiens, il y a aussi la médecine du travail, et qui ont chacun ou chacune leur spécificité. Et des cas d'usage différents. Et des cas d'usage différents, et des réglementations potentiellement aussi différentes. Donc du coup, mieux comprendre et mieux appréhender, et de faire en sorte que toute la data soit le pivot de toutes tes réflexions, de la genèse d'un projet au suivi, à l'utilisabilité, ça te fait en sorte que derrière, tu as plus de focus et plus d'impact dans ce que tu délivres. Voilà. Ok, ça commence à initier une organisation, une réflexion data-centrique, quoi. Ouais. Ok. Ouais, alors on l'incarne de manière plus forte, c'est quelque chose qu'on avait lancé depuis plusieurs mois maintenant, qui était un peu hétérogène. Et c'est les bons moments de maturité, d'accélérer très fort sur ces choses-là et sur ces aspects-là. Donc ce sur quoi, ouais, en effet, on met de l'énergie, Et les stacks là choisis, du coup, côté data, IA, vous êtes... On est quand même à la genèse dans le sens où là, on est vraiment en train de façonner toute cette réflexion autour de Data Lake, autour de Spark, etc. Il y a, je pense, encore du travail à faire pour nous assurer d'avoir justement une stack optimale là-dessus. Mais ça viendra, je pense, dans les prochaines années. Ok, c'est vraiment les sujets qui vont amener, qui vont guider tes pas sur les mois, voire années à venir, quoi. Ouais, absolument, absolument. Eh ben, écoute, ça nous amène potentiellement sur les dernières questions du podcast, auxquelles tu t'attends. Car elles sont classiques désormais. Ouais. Est-ce que tu as un proverbe, une expression, un mot qui t'accompagne? Un proverbe, non. Il y a un mot qui me parle beaucoup, et je crois que je l'ai utilisé tout à l'heure, c'est le mot panache. Globalement, c'est le fait d'être toujours en mouvement, de bousculer les lignes. On a la chance, moi je perçois vraiment qu'on a une chance de faire notre métier, parce que c'est un métier où on peut travailler quasi dans tous les secteurs, où le champ des possibles est juste quasi infini. Et ce qui est top, c'est justement de toujours avoir cette énergie et ce panache pour pouvoir viser plus loin, viser plus haut, viser d'autres choses, de découvrir. Voilà. Donc ça, c'est ce mot-là qui t'accompagne, quoi. Panache. Ok. Est-ce que tu as, tu vois, si tu m'avais demandé de deviner en un mot le mot que tu allais choisir, j'aurais dit collectif, parce que ça revenait pas mal sur les 12-14 années que tu as évoquées. Est-ce que tu as un surnom?
Alors, j'ai pas de surnom. Alors, peut-être ma femme en a un, mais non, j'ai pas de surnom. Rien à signaler, mon capitaine. Ok, bah, ça arrive, hein, en Ouais, fait. voilà. Est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode? Bah, moi, ce que j'aime, et je le résumerai comme l'histoire sans fin. Alors, pas de transposition directe avec le film, mais c'est ce que je disais, c'est que on a la chance d'être dans un métier et de faire un métier où tu as une possibilité quasi infinie d'écrire des histoires différentes. Tu vois, j'ai passé 12-13 ans chez WSNCF et je pense que j'ai fait 4-5 jobs différents et j'ai eu l'occasion de découvrir des milliards de choses. J'en découvre des nouvelles chez CGDIM Santé dans un secteur différent, des personnes différentes, un monde différent, des enjeux différents. Et en fait, je me dis que bah, si j'ai envie d'écrire une nouvelle histoire dans un nouveau secteur, un job un peu différent, bah, en fait, tu as des possibilités quasi infinies. Et je pense que tu n'as pas beaucoup de métiers qui te permettent de travailler dans tous les secteurs et de découvrir toujours des nouvelles choses. Voilà. Donc, continuons, découvrons, écrivons les histoires quand on sent que on a besoin d'écrire ce nouveau chapitre. Et voilà, et ça c'est top. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée que tu aimerais que je te pose? Hum, euh, Bah, tout à l'heure, tu disais que tu étais rien à voir, mais du coup, tu étais fan de sport. Tu aurais pu me dire, mais du coup, Romain, toi, le sport, le running, qu'est-ce qui te passionne derrière? Et je t'aurais dit, ou je te répondrais, euh, alors j'ai eu l'occasion ces 5-6 dernières années de faire une quinzaine de marathons. Euh, En 5-6 ans, t'as fait ouais, 15 marathons? ouais, à peu près. T'en courais 2 par an? J'en courais 2 par an et puis j'ai eu, voilà, c'est aussi dans les, je fais pas que des choses, des fois quelques trucs un peu loufoques. Il y a 3 ans, j'en ai fait 3 en un mois et demi. Bon, après mon corps, il a mis un petit peu de temps à s'en remettre. Ça fait mal aux genoux? Ça fait un petit peu mal à l'ensemble du corps. Euh, mais par contre, Ouais, moi, j'en ai fait un seul. C'était en 2002 ou 2003 et j'étais jeune. Et je m'étais blessé au genou, je m'étais pas entraîné pendant 3 mois et je suis allé courir 3 jours avant pour voir comment ça allait et ça tenait. J'ai fait le marathon puis je suis ressorti blessé. J'en ai jamais refait. Ah bah voilà, tu vois. Et tu vois, ce qui est, il y a une super transposition, je trouve, dans la façon dont je perçois le sport et le marathon notamment. C'est la distance à partir de laquelle euh, l'entraînement aide évidemment. Par contre, il y a une partie de mental entre marathon et après des courses un peu plus longue distance, hein, où le mental joue sur la dernière ligne droite une partie peut-être aussi importante, voire plus importante que le physique. Et tu te rends compte que quand tu écoutes ton corps, euh, tout comme quand tu écoutes et que tu crées ton collectif, quand tu écoutes ton corps et quand tu arrives à l'appréhender et le connaître quasi par cœur, bah, il est capable de faire des choses justes que quand tu ne l'as pas fait, tu te dis que c'est pas possible. Et c'est ça, je pense, un peu le fin mot de ce podcast que j'aimerais que tout le monde retienne, c'est que, et tu as bien raison sur le mot, j'aurais pu dire le mot collectif, c'est que à partir du moment où tu arrives à forger ce collectif dans lequel tu as, toi, une confiance aveugle, donc tu te démènes pour ce collectif-là, et qui te le rend en retour, à partir de là, tu as fait 80% de ton chemin. Et après, tout ce qui, d'un point de vue projet, innovation, tout est possible parce que tu as cette base. Voilà. Et les moments de difficulté, et tu en as toujours,
tu les surmontes parce que tu es passé par cette étape-là. Voilà. Et c'est marrant, tu as choisi un sport très individuel. Très bonne remarque. Pour se dépasser, quoi, effectivement. Eh bien, écoute, merci. Avec plaisir. D'avoir accepté l'invitation et puis d'avoir partagé. Et puis, plein de bonnes choses pour le gros chantier. On a compris, très orienté data IA dans les mois, voire plus que mois à venir. Eh ben, merci beaucoup. À très bientôt. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.